J'avais cette ambivalence en me sentant une force chez moi, parce que j'étais capable de convaincre, j'étais capable de prendre le lead, j'étais capable de prendre des responsabilités, puis en même temps, j'étais jamais prise au sérieux parce que j'étais une femme. Donc j'ai grandi, enfin, ça m'a pris beaucoup de temps de pouvoir dire je suis femme et leader, je suis femme et responsable. Enfin, le et, c'était douloureux pendant un moment. En tout cas, récemment, il y a quelques années, dans les choses qui m'ont permis de faire des petits switches, des petits déclics qui m'ont été vraiment précieux, il y a deux clés qui m'ont aidé à trouver cet espace de quiétude. C'est de distinguer l'objectivité et la subjectivité, même si ça paraît vraiment très très basique comme façon de faire. C'est redéfinir ça et c'est de voir qu'en fait, j'ai l'impression que souvent on parle comme si on connaissait une objectivité qui n'existe pas. Et en plus de ça, la subjectivité, dedans, il y a le sujet. Et pour autant, c'est assez dévalorisé de parler de subjectivité, et alors que l'objectivité qui a un rapport à l'objet est peut-être plus ce vers quoi on doit tendre pour être un petit peu crédible, ou je sais pas quoi. Là, justement, sur cette J'adore. chaîne, sur cette chaîne, moi, j'assume le fait d'être un sujet qui parle un petit peu de façon désordonnée, comme on est en train de le faire, mais avec cœur, et que c'est le sujet qui est là avec toi, et donc c'est les subjectivités qui sont les nôtres qui discutent entre elles, et c'est en ça que ça me fait plaisir. Donc ça, c'est la première clé qui m'a aidé vraiment à justement, j'en arrive à la deuxième clé, donc à relativiser, puisque c'est de distinguer le relatif et l'indifférencié qui m'a aussi beaucoup aidé. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans ces deux clés, et est-ce que toi, ça en est pour toi, et de quelle manière ça sonne pour toi, ça? Oui, oui. Alors, ça me parle beaucoup, objectivité et subjectivité, beaucoup. Parce que pour moi, l'objectivité, elle est forcément relative, hein. Mais je me suis posé la question, hein, je suis partie de là. Quand j'ai tout reconstruit à 18 ans, c'était ça. C'est dire, je pars de mes sens. Puis après, je me suis rendu compte que toute l'information dans mes sens, elle est codée par mes récepteurs et puis elle est gérée par mes neurones. Donc en fait, le moment où l'information de mes sens arrive au cerveau, elle va se comparer à tout ce que j'ai vécu avant. Donc ça y est, c'est foutu, je suis plus neutre. Donc il n'y a pas vraiment d'objectivité. Puis après, derrière la subjectivité, il y a l'individuation. Puis ça, mais il n'y a rien de mieux. L'autonomie, pour moi, ça veut rien dire, l'autonomie. Quoi. Je peux lasser mes chaussures toute seule, super. C'est pas ça, l'autonomie. Enfin, c'est sûr que du point de vue du citoyen, c'est bien d'avoir un citoyen autonome. Mais du point de vue de la personne, ce qui est important, c'est l'individuation, c'est de pouvoir être moi-même, de pouvoir avoir la chance de vivre cette vie en résonnant avec ma caisse de résonance à moi. C'est rien de plus, rien de moins, mais c'est incroyable. Et puis de pas avoir à, justement, à pas avoir à se confondre avec une masse à laquelle on ne ressemble pas, mais en même temps de jouer son rôle. Je trouve ça magnifique. Chouette. Bah oui, oui, je partage ça. Et puis bah du coup, la deuxième chose, et la deuxième clé, je suis passé un peu rapidement dessus, mais faire le distinguo entre le relatif et l'indifférencié. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais on rentre dans la subjectivité, à ce moment-là, tout est relatif, puisque tout passe par nos sens, tout est filtré, et donc du coup, on n'a pas accès à une objectivité quelle qu'elle soit. On peut l'imaginer, mais on ne peut pas y avoir accès, puisque dès qu'on la touche, on la déforme. Comme on peut voir que l'observateur change l'expérience à laquelle il assiste, même juste en tant qu'observateur. Voilà. Et donc, il y a ce truc-là de dire, en fait, on a tendance, je crois, à paniquer un petit peu ou à faire paniquer les gens quand on parle de tout est relatif d'une certaine façon, même si c'est un non-sens en soi, puisque si tout est relatif, ça veut dire que je crois que c'est absolu. Mais bon, il y a ce petit truc de dire, faire le distinguo entre le relatif et l'indifférencié, ça veut dire que moi, à l'intérieur de moi, j'ai pas la même dose de joie selon la situation que je vis. Donc du coup, c'est ça qui va être ma boussole et non pas la justice que je connaîtrais mieux que les autres ou qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire et pas dire et tout ça, tout ça. Donc du coup, c'est cette distinction-là. Je sais pas à quel point je l'exprime de façon claire, mais en tout cas, c'est celle-ci que j'ai derrière la tête quand je parle de cette clé-là. Voilà. Ouais, j'adore. Pour moi, c'est l'intersubjectivité et l'intrasubjectivité. Et les Ah, deux sont valides. ouais. Je partage, c'est en co-construction avec les autres, donc ça c'est mon intersubjectivité. Donc à chaque fois, je sais pas. Je dois toujours demander. C'est pas que je doute, hein. Je sais ce que moi je sais,
mais je dois savoir si l'autre sait aussi. Et puis si on sait la même chose, ou si on sait autrement, c'est génial. On recommence à chaque fois. Ça, c'est l'intersubjectivité. C'est tout en co-construction. Après, l'intrasubjectivité, c'est que je me permets d'avoir ces dialogues avec moi-même. Je ne crois pas tout ce que je pense. Et puis, c'est constamment, justement, renégociable en fonction du contexte, de ce que j'ai envie. Puis ça fait pas de moi quelqu'un d'inconstant. Au contraire, je pense que je suis plutôt le mot qui me vient, c'est chiante, mais là, je bouge pas beaucoup, quoi. Je suis plutôt stable. Voilà, stable, pardon, c'est un peu. Pardon. Voilà, je suis stable. Ok, tu te sens stable là dans l'équilibre que tu as trouvé depuis combien de temps tu dirais cette stabilité, tu l'as fait commencer quand? Alors c'est marrant, hein, parce que donc je suis partie 15 ans aux États-Unis, je suis revenue il y a 3 ans, et puis ce que je suis ne surprend personne. Tout le monde pense que je suis la même. Puis je me dis, mais c'est pas possible, il y a 15 ans là-dedans. Puis moi, j'ai pris du temps pour être qui je suis, mais ça ne surprend personne. Et tout le monde dit, mais t'as pas changé. Puis quelque chose qui mérite, quelque chose qui m'enchante. Donc je pense que j'ai toujours été assez stable. Ok, ouais, je C'est comprends. triste, hein? Ben non, c'est pas triste, c'est étrange, mais peut-être que à travers tu n'as pas changé, il y a aussi un petit peu de, je sais pas, moi je sentirais de l'affection et de l'amour envers toi aussi qui va à cet endroit-là, non? Ah bah oui, 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 il y a ça. En fait, pour tout le monde, c'était assez évident que j'étais différente. Il n'y a que moi qui pensais que la différence avait une valeur négative, hein. Je pense que personne n'y avait mis même pas une valeur, c'était juste une reconnaissance. Je savais pas. Donc c'est bizarre, on est toujours un peu entre deux, on est toujours un peu décalé. Euh, donc qu'on me reconnaisse comme celle que j'ai toujours été, ben, je trouve ça génial. Parce que du coup, ben, j'ai perdu personne et personne ne m'a perdu. Puis en même temps que j'ai envie de crier aux gens, mais vous vous rendez pas compte de tout ce que j'ai vécu. Puis après Ben ça, ouais. bah, ça va parce que les questions viennent et puis les conversations se font aussi, donc c'est intéressant. Hmm. Mais oui, c'est intéressant ce sujet-là, justement, d'avoir ces retours des gens. Je me dis à quel point tu es identifié à une Christine fixe ou pas? Parce que là, tu me parles de stabilité. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu attribuerais à de l'identification. Est-ce que tu as envie de défendre Christine dans certains aspects que les autres ne reconnaissent pas assez ou auxquels tu aimerais coller pour être une meilleure version de toi-même, comme c'est la mode de le dire? Comment ça se passe pour toi? Mon Dieu, non. Non, j'adore qu'il y ait plein de facettes que les gens ne connaissent pas. Ça me gêne pas du tout. Euh, mais c'est ça le dilemme avec l'authenticité, hein. C'est qu'en même temps, moi j'aurais envie d'être entièrement transparente et de tout montrer. Puis en même temps, bah, l'authenticité, c'est d'être seulement celle qu'on est au moment où on est là, quoi. Hmm. Ouais, tout à fait. Mais justement, cette humanité à l'intérieur de nous, si tu veux, c'est difficile de ne plus être sélectif avec dans qui on se reconnaît. Et donc, du coup, j'ai l'impression que dans le rapport sacrificiel au monde, il y a beaucoup qui est joué par l'identification. En fait, si je m'identifie à un personnage, alors bah, il a des caractéristiques identifiables, donc auxquelles je m'identifie et il s'identifie, ce personnage, et je veux faire croire que je suis ce Mathieu, tel que je le connais, ou tel que je voudrais qu'il soit en permanence, et il existe un nombre incalculable de Mathieu à rejeter et à réprimer, à nier, et finalement à repousser à l'extérieur de moi. Donc je vais passer mon temps à rencontrer des gens qui porteront les caractéristiques que je veux pas rencontrer chez moi, chez les autres. Et donc à partir de ce moment-là, pour se défendre soi, dans l'identité qu'on veut avoir, pour être valable à ses propres yeux, on laisse tous les humains qu'on ne voudrait pas incarner à l'extérieur de soi et on passe son temps à les rencontrer. Est-ce que ça te parle comme une vision de la vie ou est-ce que c'est un peu caricatural ou trop à l'ouest? Ah non, non, mais j'ai toute une partie de moi qui a vécu comme ça. Bah, c'est venu après le stade du crayon, quoi. Mais, parce que c'est ça, hein, il y a un moment où... bon, après, je savais pas que c'était Jung qui l'avait dit, pour moi c'était encore religieux, hein, où dans mon enfance religieuse, on m'avait dit que c'était de la projection, en fait, parce qu'on est censé aimer tout le monde. Mais c'est bien beau, mais moi, je me suis pas forcément sentie aimer tout le monde, donc il y avait un petit paradoxe là quand même. Donc, bah, voilà. Euh, j'ai vraiment grandi dans le paradoxe au niveau de la religion. Mais c'était ça, je savais bien qu'il y avait des parties
enfin, qu'il y avait certaines choses chez les autres que je refusais chez moi, mais en même temps aussi des choses qui m'attiraient chez les autres qui étaient très différentes de ce que moi j'étais. Mais je pense que c'est le moment où, alors je dis pas que je juge jamais, hein, c'est pas ça, mais je pense que le moment où je me suis dit, mais j'ai ni jugement ni opinion, ça va me donner plein de temps, puis j'avais raison. Il y a un moment où je me suis dit, bon, bah, je saurais pas, je sais pas ce que pensent les autres, je sais pas qui sont les autres, je sais à peine qui je suis moi. J'ai pas forcément d'opinion parce que ça prend beaucoup de temps à nourrir une opinion, parce qu'on peut pas en changer, hein, il faut toujours la justifier, donc j'en ai pas beaucoup. Euh, Ça paraît un peu bête comme ça, mais sincèrement, Non, non. c'est plus léger hein, d'avoir un sac un peu moins lourd, quoi. Donc c'est un peu ça. Puis je pense que dans l'approche hein, symétrique dont on parlait tout à l'heure, bah, l'autre il peut être ce qu'il veut. Tout à fait. En fait, l'harmonie existe à l'endroit où on n'a pas besoin de critères. C'est une histoire de conditionnalité finalement. Euh, S'il y a un amour a priori, alors il fait justement partie. C'est pour ça que c'est la religion qui va véhiculer, entre autres, ce genre de message, puisque c'est dans la religion qu'il va y avoir cette notion d'amour inconditionnel, même si dans les faits, souvent on peut vérifier le fait que c'est sur le papier c'est marqué inconditionnel, et puis finalement il faut faire des trucs pour être aimable. Donc c'est un peu bizarre ce que tu disais tout à l'heure. Mais quand même, c'est un message important d'avoir cette notion d'amour inconditionnel qui existe pour pouvoir essayer de s'y connecter parce que ça demande une certaine foi, en fait, à un endroit où on accepte de ne pas savoir, où on accepte de ne pas maîtriser, se saisir et pouvoir manipuler les choses pour les comprendre. Là, l'esprit scientifique, il est des fois un petit peu dépassé par le fait d'avoir en face de toi quelqu'un qui est humain. C'est indéniable, il a deux bras, deux jambes, il te regarde et il te dit des conneries plus grosses que lui, de ton point de vue, et tu auras envie de le bannir directement, tu auras envie de dire mais qu'est-ce que tu fais partie de mon humanité, toi, va-t'en. Et ça demande un travail, limite une fois, de laisser passer quand même la possibilité que l'amour circule à cet endroit-là. Donc je sais pas, j'avais envie de partager ça avec toi aussi. Ah oui, non, mais on est bien d'accord qu'il y a des gens qui nous testent hein, quand même, ça c'est certain. Puis, mais je crois que c'est bien d'être testé. J'ai fait ma thèse en Afrique du Sud, 20 ans après le régime de l'apartheid, et puis j'ai observé des travailleurs sociaux dans la réhabilitation de jeunes délinquants pour empêcher la récidive. Puis mon postulat de base, c'est si eux peuvent déployer des attitudes positives, tout le monde peut. Parce que vraiment, ils étaient à la limite de tout. Hein. Et puis ma conclusion de ma thèse, c'est qu'en fait, c'est pas les gens qui portent les attitudes positives, c'est les missions des organisations. Donc en fait, moi, comme individu, je suis forcément ambivalente, j'ai forcément le bien, le mal, et tout ce qui va entre deux et en dessous, j'ai tout ça en moi. Donc je ne peux pas à moi me demander de porter la paix. Mais la seule chose qui peut la porter, c'est pour moi de rejoindre une organisation qui a comme mission de la défendre. Alors j'arrive avec cette super conclusion. Et puis donc j'étais encore aux États-Unis, hein, puis dans le sud de la Géorgie. Puis je vais vers ma petite église comme ça, puis je vais leur expliquer les résultats de ma thèse. Et là, au moment du café, pendant que je suis en train de faire du café, un peu ironique hein, quand même, mais il y a quelqu'un qui doit bien avoir 30, 40 ans de plus que moi, qui vient puis qui me met amicalement la main sur l'épaule, puis qui me dit j'ai beaucoup aimé tes photos. J'aurais bien aimé aller en Afrique du Sud, mais évidemment, je suis un petit peu partiale à l'ancien gouvernement. Puis là, mais j'ai tout mon monde qui s'écroule. Là, je viens de passer 4 ans d'études sur un truc mais qui m'appartient, mais dans les tripes. Et puis il y a un type avec qui ben, je suis dans la même église depuis 7 ans. Je m'occupe de ses petits-enfants le dimanche matin, qui est en train de me dire que ben, en fait, il préférait la ségrégation et puis qu'il trouvait mes photos jolies. Hein? Puis je suis en train de Ouais. lui faire du café. Hein? Puis là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Puis vraiment, j'ai pris du temps parce qu'il a fallu réconcilier ça. Puis la seule manière où j'ai pu réconcilier ça, c'est en me disant, mais c'est exactement l'illustration de ce que j'ai trouvé dans ma dissertation. C'est ni lui ni moi qui avons raison ou tort, mais c'est l'institution que les deux on sert. C'est le fait que justement quelqu'un comme lui et quelqu'un comme moi puissent se trouver dans une salle de conférence à faire du café ensemble, c'est ça qui fait que justement on est en train de servir la paix. Je peux dire, je suis allée loin pour aller chercher la résolution de l'inconfort et du manque d'harmonie que je ressentais à cette seconde-là.
C'était compliqué. Mais après, c'est ça. Pour moi, c'est mon travail. C'est quand je suis en déséquilibre, c'est de me dire, mais j'ai forcément tort. Il y a forcément un truc de ce monde que je comprends pas. Qu'est-ce que je peux comprendre? Enfin, c'est une question de référentiel à un moment. Hmm. Merci de nous partager ça, c'est super parlant quoi cet exemple. Là, il faut avoir des trésors d'humanité pour aller chercher la cohérence et la paix à l'intérieur de toi dans cette situation-là. Bravo, chapeau. Je suis en admiration quelque part. Je sais pas si j'aurais été capable de faire pareil. Merci de l'avoir fait pour moi, tu vois, j'ai pas eu à le faire. Ah non, mais t'as pas le choix. Tu fais quoi? Tu te dis non, mais je. Bon, après, tu sais, quand tu finis une thèse, tu sais que tu sais un tout petit truc sur un tout petit truc, hein, tu sais. Hmm. Mais tu peux pas te dire que même ce petit truc, il peut être remis en question comme ça par quelqu'un au quotidien. Tu peux pas, quoi. Voilà, tu vas chercher bah, comme je disais tout à l'heure, tu vas chercher le dénominateur commun, tu vas chercher ce qui unit plutôt que ce qui divise. Et puis, pour l'histoire, c'était quand même 2016, donc c'était le moment très très divisé aux États-Unis. Donc là, voilà, j'ai fait ma part. Hmm. Est-ce que justement là, on a une illustration d'un moment où tu arrives à contacter ton humanité dans un moment où ça challenge un petit peu le fait de continuer d'y être branché? Est-ce que dans une période de ta vie, plus ou moins longue, il t'est arrivé d'avoir un rejet aussi fort que l'amour que tu peux aujourd'hui contacter? Je parle de symétrie, justement là. Je parle de la possibilité qu'on a, je pense, quand on est capable d'amour inconditionnel d'une certaine façon, on est aussi capable d'une souffrance énorme de ne pas pouvoir laisser cet amour circuler. En fait, quand il circule pas, c'est une grande douleur, celui-ci. Bah, ça revient un petit peu à la logique que j'illustrais en disant que je me sentirais plutôt un monstre qu'un extraterrestre. C'est la même logique. Je peux pas imaginer cette violence-là sur les autres, mais je peux tout à fait la concevoir sur moi. C'est tragique hein, de dire ça parce qu'il n'y a pas de raison, mais oui, ça me parle. Mais ce sera pas. J'aurais beaucoup de peine j'aurais beaucoup de peine à aller dans cette intensité-là pour les autres. Beaucoup de peine. Ok. Et est-ce qu'en contactant justement celle qui pensait qu'elle était un monstre, tu penses pas que la réciproque était vraie au niveau symétrique, mais que juste c'était pas assumable? Non, 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 je pense qu'elle avait raison. Non, non, je pense qu'elle avait raison. Je suis très contente d'avoir rencontré cette partie-là. Parce que je pense que au niveau du potentiel, tout était possible à l'époque. Je pense vraiment que tout était possible. Je sais pas, hein, celle que j'aurais pu être, mais je sais celle que je me sentais capable de devenir. Ok. Bah, à titre personnel, moi je suis en train d'écrire mon premier livre et dans une partie très importante de ma vie, donc une majorité des années passées dans la peau de Mathieu, euh, ont été pour moi un dégoût très prononcé pour moi-même et pour l'humanité. Et donc il y a une phrase que j'ai écrite, que je cite de mémoire et qui, voilà, ce qui vaut ce qu'elle vaut, c'est: je détestais l'humanité à la hauteur de l'amour que j'aurais aimé ressentir pour elle, en fait. C'était vraiment ça qui se passait à l'intérieur de moi. Et donc du coup, je me pose la question par rapport justement au fait que toi, tu as des enfants, et je me dis, ben, là, ce que je viens de t'expliquer, c'est pourquoi j'ai pas encore d'enfants, c'est parce que j'avais vraiment euh, ce rejet très fort de la force de l'amour que j'aurais aimé ressentir et qui n'était pas évident à trouver. Et donc je me dis, au tout début de notre échange, ben, je te demandais ce que ta sensibilité avait à dire. Et cette sensibilité, elle est aujourd'hui incarnée aussi par tes enfants. Bien sûr, ils l'incarnent à leur manière, mais il y a comme une sorte de continuité, évidemment, génération en génération. Donc ils le font chacun à leur manière. Qu'est-ce que ta sensibilité ressent lorsqu'elle est en contact avec celle de tes enfants? Mais c'est la question en or, ça, Mathieu. Oh mon Dieu. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Ils sont pas moi, hein, clairement pas. Euh, Ils sont quand même la moitié de moi, mais même, c'est même pas la moitié que je connais, parce que je connais encore pas tout de moi. Donc voilà, je me découvre autant que je les découvre eux. Euh, Ils m'inspirent tellement. Ma grande, elle a besoin de cohérence, elle a besoin d'alignement. Et puis, c'est tellement clair quand elle le vit, donc ça donne vraiment envie. Donc tout mon côté un peu nomade, chaotique, tout ça, ben, je le mets de côté parce qu'elle a besoin d'ordre. Et mon fils, lui, il a besoin de règles, il a besoin de... et beaucoup de chatouilles. mais, il a besoin de règles. Et puis, il a besoin d'être...
Lui, il a besoin de contact physique que moi, j'arrive pas. Lui, il a besoin de bataille de coussins. J'arrive pas à faire ça. C'est trop violent pour moi. Alors du coup, j'ai fait des balles en crochet comme ça. Comme ça, on peut se lancer des balles en crochet, enfin des balles en mousse comme ça. Parce que ça, je peux faire. Mais les coussins, je pourrais jamais frapper mon fils avec des coussins. C'est pas possible. Même si lui, il trouve ça génial. Hein, c'est ça qui est paradoxal. Et puis ma petite, elle a une imagination complètement dingue. Mais c'est tellement intense. Elle vit les choses de manière tellement intense que j'ai pas envie de la protéger, mais j'ai juste envie de contenir, mais même pas contenir parce que c'est dommage, parce qu'elle, ça se contient pas tout ça. Mais enfin, voilà, je dis que son ange gardien, il doit être en burn-out parce que elle grimpe partout, elle essaye tout, puis il fait du bon boulot, hein, mais on veut pas en changer. Mais enfin voilà, donc du coup c'est tout le temps confrontant, c'est tout le temps des moments de magie. Et puis, ben, en fait, mes enfants, ils me connaissent pas, ils me connaissent que comme leur maman. Puis c'est assez bluffant, c'est assez bluffant. Parce que moi, comme adulte, ben, j'ai l'impression d'avoir 5 ans de vie. Et puis, pour eux, ben non, maman, c'est celle qui a toujours la même règle sur la Switch, toujours la même règle sur on mange pas sur le canapé. Et puis voilà, c'est marrant parce que je suis mais entièrement réduite à ça. Alors qu'en fait, bah, il y a peut-être autre chose, mais peut-être qu'ils le découvriront, peut-être pas. Donc voilà, non, mais c'est que des moments de bonheur. Euh, ouais, je suis très très reconnaissante d'avoir ce bonheur-là et puis de pouvoir vivre ça dans vraiment, vraiment d'avoir ce rôle dans ma vie, c'est magnifique. Ouais, bah ça s'entend, ça se transmet, il n'y a pas de souci, c'est message reçu. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu me réponds. Il y a déjà les facettes de toi qui sont éclairées par tes enfants, en fait, parce qu'ils te renvoient par leurs besoins, par ceux, en tout cas, que tu vois chez eux, auxquels tu réponds. Ils te renvoient à, justement une sollicitation de toi-même différente. Ils t'ont fait découvrir des facettes de toi d'une façon différente, j'ai l'impression. Donc ça, c'est un premier point. Mais surtout, celui qui attire mon attention, ça fait plusieurs fois que ça revient dans notre échange, c'est celui de le sujet de la violence. Euh, Est-ce que tu connais ta violence? La mienne, Ouais. alors forcément oui, mais encore, ouais, c'est le monde intérieur que je connais. Dans cette violence-là, oui. Ok. Et donc cette violence, elle a été vécue de toi à toi, dans quelque chose de plutôt privé, secret, euh, et jamais, de ton point de vue, jamais elle a été visible ou dirigée vers quelqu'un d'autre. Ah bah si, enfin, après il y a colère et violence, hein, mais moi je pense que la colère elle a sa place, hein, c'est une émotion nécessaire pour sortir d'un système oppressif, donc elle me dérange pas, hein. Plutôt enfin, elle est pas toujours très intelligente, mais je trouve qu'elle est toujours, enfin, elle a toujours un sens. Et après j'arrive pas à répondre parce que tu m'as demandé si je connais ma violence. Justement, c'est là où c'était intéressant ce que tu m'évoquais, c'est le fait que ton fils, il est en demande de bataille de coussins, et que pour toi, ce soit compliqué d'accéder à ce niveau de violence parce que, j'imagine parce que c'est ton fils, parce qu'une bataille de coussins avec, je sais pas, avec quelqu'un que tu connais Ah bien, non, je avec peux un pas. ami, ce serait... Ah non, même avec un ami, Non, ce non, serait non. pas... Ok, Ah non, 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 je peux pas. Non, 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 je peux pas. Non, non, ok, mais ok. j'ai un seuil, vraiment, que ce soit la douleur ou la violence, mon seuil de tolérance, il est très, très bas. Si j'ai trop de douleur, je m'avanouis. Je tiens pas la douleur. Mais vraiment, je vois mon sang, pouf, je pense que je vais mourir, alors du coup, je m'évanouis avant. Je suis vraiment Ok. pas très, ouais, j'ai pas ces outils-là. Et puis pour la violence, c'est pareil. Ça me fait mal, ça me fait vraiment mal. Que ce soit la violence qui est faite aux autres ou la violence qui m'est faite à moi, c'est pareil, hein, j'arrive pas. Euh, Maintenant, moi, quand j'étais petite, je me battais, hein, parce que comme j'étais la bouc émissaire, enfin la tête de turc à l'école, je me battais aussi. Euh, mais je crois que c'est plutôt la connexion à ma force que la connexion à ma violence qui me faisait peur. Ok. Puis une fois qu'on se rend compte qu'on a de la force, euh, je sais pas, c'est différent. On sent qu'on a le contrôle. Puis après, je me suis rendu compte que la force, c'est autant pour construire que pour détruire, et puis que les deux sont nécessaires.
puis qu'il y a des choses qu'il faut construire, puis qu'il y en a d'autres qu'il faut détruire. Et puis c'est OK. Ok. Donc ouais, je vois quand même ce que je prenais pour quelque chose où il y avait une sorte de déconnexion, de dire non, non, la violence, non. En fait, finalement, la force, ça te faisait peur aussi ta force, d'une certaine manière. Ben, il y en a plusieurs, hein. Il y a celle que j'avais, puis il y a celle que j'avais pas. Alors, mais celle que j'avais, j'ai toujours été assez éloquente, puis j'ai toujours pu me sortir de situations par l'intimidation. Et Ok. puis, on m'a aussi beaucoup donné de responsabilités sans que je les demande. Puis il y a un moment, je trouvais ça me donnait une place, puis il y a un moment où ben, je trouvais que c'était un peu pesant. Donc il y a un peu, oui, il y a un peu cette posture qu'on m'a assez souvent donnée. Et puis après, il y a la force où je me suis sentie ben, femme. J'ai beaucoup senti la différence des genres. Déjà parce que dans ma famille, c'était très clair que j'avais un frère et que j'étais la fille. Mon frère faisait du tennis, moi je ramassais les balles. Ça paraît une boutade hein, comme ça, mais c'est la réalité quand même. Et puis du coup, ben, ouais, il y avait quand même une grande différence. Et puis revendiquer ma force comme femme, puis même l'intelligence comme femme, c'était pas facile. Même si j'avais raison, j'avais pas raison parce que j'étais une femme. Il y avait une blague que mon père avait racontée, c'était bah, les femmes ont toujours tort quand elles ont raison, elles ont tort d'avoir raison. Et puis ça a fait beaucoup rire mon frère. Et puis, enfin d'abord non non, mon père l'avait dit, les hommes ont toujours raison et quand ils ont tort, ils ont raison d'avoir tort. Et c'est mon frère qui a changé en disant voilà les femmes ont toujours tort. Et puis Ok. c'était à l'âge, je devais avoir 5 6 ans, c'était à l'âge où les choses étaient très logiques. Puis quand elles étaient logiques, elles étaient implacables. Puis quand ça soit implacable, on ne peut pas les changer. Et puis du coup, ben je me suis sentie très enfermée dans cette logique-là. C'est dommage, hein, mais j'ai beaucoup cru pendant longtemps. Puis donc j'avais cette ambivalence en sentant une force chez moi, parce que j'étais capable de convaincre, j'étais capable de prendre le lead, j'étais capable de prendre des responsabilités, puis en même temps j'étais jamais prise au sérieux parce que j'étais une femme. Donc j'ai grandi, enfin ça m'a pris beaucoup de temps hein, de pouvoir dire je suis femme et leader, je suis femme et responsable, enfin le et, c'était douloureux pendant un moment. Mais il y a d'autant plus de force dans ta manière de l'incarner aujourd'hui, de ce fait-là pour toi ou pas? D'avoir attendu, d'avoir... non? Non, non, t'as pas de médaille pour avoir souffert. Non, 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 mais c'est dommage, c'est dommage. j'entends ce que tu me dis et j'entends que c'est dommage. Et au-delà du fait que ça soit dommage, parce qu'on en convient, on souhaite ça à personne en fait finalement de. Mais l'effet collatéral de ce truc-là, est-ce que c'est pas d'avoir justement, je reste sur la symétrie, c'est-à-dire que j'ai l'impression moi que quand on est capable d'être en difficulté comme ça, c'est qu'on est capable aussi d'être en force comme ça. Enfin, il y a vraiment un truc qui me paraît polarisé d'une certaine façon. Et donc je me dis que dans les personnes que je croise, mais c'est peut-être par identification, c'est peut-être par résonance uniquement, j'ai l'impression que la force des gens qui ont connu l'autre côté de ce qu'ils incarnent, ça fait que ce sont des gens complets d'une certaine façon, et leur force, s'ils ne sont pas nés avec cette force, alors ils l'incarnent d'une façon encore plus touchante pour moi, mais c'est peut-être juste parce que bah voilà, c'est une histoire d'appropriation ou je sais pas quoi, ou de résonance trop prononcée. Mais je suis beaucoup plus touché par justement un récit comme le tien en me disant bah là ouais, mais là t'es allé explorer ça, t'en as senti t'as senti chaque cran qui est passé, t'as eu des déclics qui t'ont aidé à aujourd'hui être femme et leader, et tout ce que tu viens de nous livrer. Et puis bah l'échange qu'on est en train d'avoir le montre également, parce qu'il y a quelque chose de très posé et de très sincère et de spontané, de frais, et puis de posé. Vraiment, il y a quelque chose. Enfin, je sais pas. Moi, je suis vraiment content qu'on ait cet échange-là. Et je me dis, bah, je goûte une sorte d'épaisseur qui aurait peut-être pas si jamais bah, tu avais eu accès à ta force, puis voilà quoi. Sans aucun doute, je regrette pas une seule seconde. Puis je te dis ça, mais alors avec mais tellement de sincérité. Mais je refais tout pareil. Puis j'ai détesté plein de parties, hein, mais je refais tout pareil. Parce que ça me permet justement aujourd'hui d'avoir l'écoute que j'aimerais vraiment avoir. Là, tu vois, où je peux vraiment être là avec les gens dans ce qu'ils vivent. Et puis, sans avoir besoin qu'ils soient réparés parce que je veux que mon monde soit réparé. C'est OK de casser. C'est Hmm. OK. Euh, c'est OK d'échouer. C'est OK de lâcher. C'est OK de... Ouais, voilà. Mais
Je pourrais pas le dire si je l'avais pas vécu, hein, si j'ai pas eu des renoncements qui ont été nécessaires. Hein. Euh, ouais, enfin, tout est beau. Hmm. Tout est bon. Justement, bah, tout est bon et il y a cet angle qu'on a pris au fur et à mesure de cet échange qui est la réunion de l'humanité le plus largement possible à l'intérieur de soi. Et ce tout est bon, je trouve, bah voilà, termine bien cette première partie d'interview. Je vais passer la main à Gaëtan. J'aurais une dernière question pour toi avant, même peut-être deux en une. La première, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à notre échange selon toi et que tu aimerais dire avant qu'on passe à l'étape suivante. Et deuxième chose, c'est la question rituelle de cette fin d'échange, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus normal chez toi? Le plus normal, c'est mon amour de faire la vaisselle, je crois. Mais vraiment, j'adore ça. C'est horrible. Je trouve ça méditatif. J'adore contempler ce qu'on vient de manger, le fait qu'on soit tous ensemble, qu'on ait pu faire ça. Enfin voilà. Donc je, je, j'ai les pattes dans le lave-vaisselle avec les biscuits et tout ça parce que je l'utilise pas. Donc voilà, ça c'est, je crois que c'est le plus normal. Il y a quelque chose qui me manque à notre échange. Ben, il y a l'envie quand même d'avoir répondu aux questions, enfin d'avoir quand même servi à quelque chose. Donc j'espère que ça a servi à quelque chose. En tout cas, ça aura déjà servi à me donner le sourire. Tu m'as vu sourire à de nombreuses reprises pendant cet échange-là. J'ai ressenti beaucoup de joie justement au fait de laisser un peu les choses venir. C'était beaucoup plus... Je me suis autorisé pas mal de choses. Alors, je sais pas si c'était au détriment de l'échange ou pas, mais je teste aussi dans les échanges à des moments où je sens ça possible, la joie d'être dans le... Je sais pas trop ce qui est en train de se passer, mais c'est chouette. Voilà. C'est une partie de ce qu'on a partagé pour moi, en tout cas aujourd'hui. Bah, je te laisse dans les mains de Gaëtan, alors ça te va? Ça marche. Merci. Ok, super. Bon, à tout à l'heure pour la fin. C'est le moment de Gaëtan. Merci. Merci à toi Christine pour ces minutes passées ensemble avec Mathieu et puis avec moi. L'idée, ça va être avec subjectivité d'essayer de retirer certains points que j'ai notés de votre discussion que vous avez eue ensemble. Et puis surtout, n'hésite pas à m'interrompre si tu penses que j'ai mal synthétisé ou si tu veux rajouter quelque chose. Tu es tout à fait la bienvenue dans cette partie-ci aussi. Donc Christine, tu nous as parlé et tu t'es à un moment donné senti plus monstre qu'extraterrestre et le mot n'est pas anecdotique puisque extraterrestre c'est quand même quelque chose qui peut avoir une forme humaine ou pas humaine. Monstre, c'est carrément, on est carrément en dehors. C'était pour toi, de ton ressenti de l'époque, plus facile pour les autres que pour toi. Ce qui fait que sur environ tes 18 ans, si je dis pas de bêtises, tu t'es construit un faux self jusqu'à tes 18 ans, que tu as décidé de détruire à un moment donné, à la recherche d'un dénominateur commun, et si possible, du coup, retourner vers quelque chose le plus simple possible pour justement créer ce dénominateur commun. Est-ce que jusque-là, ça correspond à ce que tu nous as évoqué? Magnifique. Dans cette logique, plutôt que de chercher le côté similaire, de chercher le côté faire ensemble. Tu parlais à un moment donné de ce qu'il y a dans ta tête, en disant, bah évidemment, tu nous montres à un moment donné que ce qu'il y a dans ta tête, une des parts de ce qu'il y a dans ta tête. Moi, je me suis posé une question assez simple, en fait. Vous êtes combien? Il y a combien de personnes dans ta tête? Autant que nécessaire. Euh, mais c'est quand même un peu ça. Hein. À la base, il y en a quatre que j'écoute bien. Il y a le corps. Hein, je commence toujours par là. C'est quoi le ressenti ici maintenant? Je pars de mes sens. Après, il y a logiquement toute la partie affective, les émotions, mais il y a aussi ce que j'en pense. Et puis après, il y a aussi une partie un peu plus transcendée, mais enfin, de l'imaginaire. Puis tout ça, ça communique toujours assez bien. Ça a pris du temps, mais ça communique assez bien. Euh, Puis pour revenir au monstre, je me souviens avoir été très très marquée par Frankenstein. Puis la scène où il y avait la créature qui va demander des comptes au créateur. Puis c'était un peu ce rapport-là que j'avais. Je me demandais pourquoi j'avais été créée comme ça. C'était ça, l'idée du monstre. À un moment donné, justement, tu as confronté, entre guillemets, tes parents en leur demandant qu'est-ce que je fais là, comment ça se fait que je ressens ça. Tu as essayé d'évoquer ça avec eux?
Je les ai pas tellement vus comme mes créateurs. Mes parents, je les ai plutôt vus comme, j'avais l'impression qu'il fallait plutôt les soutenir pour m'éduquer. Ils étaient un peu perdus des fois. Mais donc non, moi, c'était pas vers eux que j'allais. C'était plutôt, c'était spirituel. C'était carrément à Dieu. D'accord. C'est lié au fait que, comme tu nous disais, tu avais eu finalement une enfance très liée à la religion dans ton éducation? Le fait que tu te tournes assez vite vers le spirituel, à ton avis, ça a joué? Il y a ça, il y a une recherche métaphysique et spirituelle qui a toujours été intense, donc je pense la poule et l'œuf, les deux à la fois. D'accord. Tu nous as dit que justement, l'enfant intérieur qui est en toi, ça te permet par ton ressenti d'être dans le présent, le maintenant. Tu as eu une difficulté à être dans le présent, le maintenant, à un moment donné dans ta vie, à peut-être être soit dans la nostalgie du passé, soit dans la projection de l'avenir et pas dans le maintenant. Ça a été un problème pour toi? C'était un très gros problème. Je pense que c'est là où il y a eu une rupture avec le faux self, c'est que j'étais carrément plus du tout là. J'étais vraiment un fantôme de moi-même. Mais pas pour les autres, hein. C'était pas l'aspect sacrifice dont on parlait au début. C'est vraiment où je sentais que rien n'était acceptable, hein. Ni le corps, ni mes pensées, ni mes émotions. Enfin, j'avais plus vraiment d'existence à l'intérieur. Euh, donc du coup, voilà, j'ai enlevé j'ai eu le sentiment un peu d'être dans une bulle et puis de percer la bulle de manière assez violente, mais j'ai vraiment eu ce ressenti-là. Tu dis de manière assez violente, ça se caractérise comment? Euh, j'ai eu beaucoup de cauchemars, j'ai eu des moments d'angoisse intense parce que pour moi c'était faire face au rejet. Et puis en même temps, accepter toutes les émotions comme étant ni bonnes ni mauvaises, mais juste être un signe de vie. Et puis j'écrivais beaucoup à l'époque, donc heureusement, ça m'a maintenu dans le ici et maintenant. Où j'écrivais beaucoup mon ressenti. J'avais un prof de français qui nous avait fait faire de l'écriture automatique. Puis vraiment, c'était un superbe cadeau. Alors j'ai retenu aussi que tu avais peut-être l'élan de vouloir tout montrer de toi, et que dans ta quête de la sincérité, tu étais amené à montrer simplement celle qui était là, sur le présent, pour justement être dans le ici et maintenant. Et je trouve que c'est un élément de sagesse, finalement, d'accepter peut-être la frustration de ne pas pouvoir te montrer tout de suite intégralement, laisser le temps à te laisser découvrir, avec le temps que ça nécessite et l'investissement de temps des uns et des autres, mais que après tout, pour être au plus proche de soi, euh, prendre justement la part de bon, voilà, on a déjà ça ici et maintenant, c'est cette part-là aujourd'hui, c'est ce moral-là, c'est cette énergie-là, c'est cette envie-là. Je trouve ça très sage et je te remercie de l'avoir partagé, vraiment. Merci. Ah, ça fait du bien Merci à d'être toi. entendu. Bah, c'est l'idée aussi de passer à la fin, accepter totalement, vous avez parlé de subjectivité, d'objectivité, accepter totalement le côté subjectif de ce que je vais retenir moi, puisqu'évidemment c'est ce qui résonne vers moi, mais c'est aussi, je trouve, une façon, et plutôt une belle façon, puisque moi j'étais en écoute, de voir que ce qui a été dit par les invités a été entendu et si possible le moins déformé ou interprété possible. Donc merci de me faire ce retour, ça me touche. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christine pour ta confiance, pour cet échange très vivant, sincère, riche, humain et dense. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. Je te remercie vraiment beaucoup pour ta générosité, pour avoir accepté mon invitation, c'était trop chouette. Merci à toi. Et puis j'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!